Donc pour terminer cette journée de réflexion, nous vous proposons une petite table ronde, un échange donc avec Alix Gigot et Stéphanie Sago qui sont présentes ici. Donc pour les présentations, Alix Gigot est coordinatrice de l'œuvre vivante La Semeuse, qui est donc un jardin situé contre les laboratoires d'Aubervilliers, donc en Seine-Saint-Denis. Et Alix a étudié à l'École nationale supérieure d'art et de design de Dijon, en section design d'espace. Et depuis un peu plus de 4 ans maintenant, elle coordonne, donc elle accompagne la vie et les activités de cette œuvre jardin dont il va être beaucoup question là dans notre échange cet après-midi. Et Stéphanie Sago est artiste, aussi maîtresse de conférences en art. Et dans sa pratique, elle s'intéresse au lien entre l'environnement, l'agriculture et l'alimentation. Mais là aussi, c'est dit peut-être un peu de manière... Voilà, on va pouvoir préciser tout ça lors de notre échange. Et j'ajouterai que Stéphanie a aussi fondé le Centre d'art La Cuisine, Centre d'art et de design, dont elle a été directrice jusqu'en 2016, et qui était un centre d'art situé dans le Tarn-et-Garonne, donc un petit peu au nord de Montauban. Donc déjà, merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Et merci d'avance, parce que je le sais, pour le riche partage de vos expériences et de vos réflexions aussi respectives. Et j'allais dire pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais en fait, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi je suis donc commissaire d'exposition indépendante. Et au-delà des expositions, voilà, j'accompagne aussi des projets de temps d'échange, des livres, mais aussi des projets artistiques qui passent par des formes plus comme des banquets ou même des vinifications, bref, des processus artistiques qui incluent aussi des personnes qui ne sont pas spécialistes, qui sont amateurs, amatrices, et voilà, des projets dont la forme, dont l'objectif n'est pas forcément l'aboutissement par une exposition. Ce matin, on a échangé au sujet de la pratique de Robert Milin depuis les années 90 à peu près, pratique que j'aime bien appeler un art de la relation finalement, avec des propositions qui souvent ouvrent ou en tout cas ménagent des espaces de rencontres dans le quotidien. Avec Ophélie Naessens, on a mis ces pratiques en perspective avec d'autres œuvres, d'autres artistes, des œuvres passées, collectives, collaboratives et principalement fondées sur le vivant, sur le végétal. Et ce qui nous a permis d'éclairer le projet aussi ici à Ivry-sur-Seine, qui nous a été raconté, aussi présenté par l'équipe de jardinières de ce jardin mandala. Et là, donc dans le temps qui nous reste ensemble, la proposition est d'ouvrir la réflexion au-delà du contexte d'Ivry-sur-Seine, de réfléchir aux conditions d'existence des œuvres collectives construites principalement autour du végétal et spécifiquement dans les espaces urbains, dans la ville. Et alors quelque chose qui moi me plaît, m'amuse un petit peu, c'est, vous voyez peut-être, nous toutes les trois, nous ne sommes absolument pas spécialistes de l'art public. Donc voilà, cet échange, c'est aussi une proposition, enfin c'est une manière, en tout cas parmi d'autres, d'aborder ces enjeux relatifs à l'art en situation publique, on va dire, avec l'idée de croiser des pratiques et aussi des expériences en cours, souvent à proximité. On va parler de plusieurs projets, notamment en Seine-Saint-Denis. Voilà, des pratiques, des expériences qui pourraient aussi à nouveau nourrir nos visions de l'art public et des liens qui unissent l'art, la société et le vivant, le végétal. Donc il va notamment être question, mais je pense surtout en filigrane, mais des rapports entre l'art et les habitants des quartiers concernés par ces commandes, quand il s'agit de commandes, par ces réalisations en tout cas. Il va être question aussi de manière peut-être plus sous-jacente, des attentes vis-à-vis de l'art public. Et que ce soit de la part des municipalités, parfois des structures culturelles, des artistes ou même des promoteurs. Des attentes de monumentalité, de visibilité, ou de désirabilité aussi de nos espaces. On va aussi un peu parler de légitimité aussi des conditions justement pour se sentir concerné, soit par des projets artistiques, soit se sentir légitime aussi à s'approprier des espaces en ville. Et enfin, il sera aussi question de différents modèles de participation artistique et par là d'engagement, d'action citoyenne ou de partage de savoir.
Donc voilà, ça peut paraître un peu conséquent. En tout cas, on va prendre 1 heure et quart pour discuter de tout cela. Et je vais vous proposer à plusieurs reprises, alors à un moment au milieu de nos échanges, mais aussi à la fin des échanges, d'ouvrir justement l'échange avec vous, si vous avez des questions ou des réactions. On prendra ce temps-là plusieurs fois. Alors dans un premier temps, nous vous proposons donc de développer un sujet. C'est le lien que l'on fait d'ailleurs depuis ce matin entre les pratiques artistiques et le soin de la terre ou des végétaux, puisque ça pourrait être quand même 2 domaines assez différents, 2 types d'attention, d'activités même plutôt éloignés, et parfois, il faut le dire aussi, réunis, rassemblés de manière un peu artificielle. Donc j'avais envie de te proposer qu'on discute de ce lien entre l'art et le soin à la terre, Stéphanie, d'abord à l'endroit de ta pratique. Et peut-être en commençant... alors il y a une définition de l'art que tu aimes à convoquer, à citer, qui a été donnée par William Morris en 1883, et qui justement nous invite à prendre du recul sur notre conception de ce qu'est l'art, de là où il se situe. Et aussi, moi je dois dire, ça me rassure un peu, je trouve que ça nous invite un peu à réfléchir sur les manières dont depuis plusieurs siècles, le cadre que l'on tend à poser, à donner à l'art, en fait, est quand même sans cesse repensé. Donc est-ce que tu peux nous partager cette définition, Stéphanie, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, cette citation, elle est extraite d'un discours de William Morris qui s'appelle L'art en plutocratie, qu'il prononce en 1883. La plutocratie, c'est la domination par le capital, en fait. Donc, je trouve que c'est un mot qu'on voit réapparaître aujourd'hui et qui est tout à fait d'actualité. Et donc dans l'art en plutocratie, donc je vous lis cet extrait, William Morris nous dit « Au préalable, je vous demanderai d'étendre l'acception du mot art au-delà des productions artistiques explicites, de façon à embrasser non seulement la peinture, la sculpture et l'architecture, mais aussi les formes et les couleurs de tous les biens domestiques, voire la disposition des champs pour le labour ou la pâture, l'entretien des villes et de tous nos chemins, voies et routes, bref, d'étendre le sens du mot art jusqu'à englober la configuration de tous les aspects extérieurs de notre vie. » Ça, c'était la 4e de couverture d'un ouvrage que j'ai fait sur le centre d'art, la cuisine, parce que vraiment, tout le travail de William Morris à cette période m'a beaucoup inspiré. Je le trouve très d'actualité. Mais quand on lit ce texte qu'on trouve sur Internet très facilement et qui est simple à lire, pour info, donc William Morris, c'était un artiste anglais qui était engagé, socialiste, féministe, et qui pensait qu'il fallait se réapproprier les savoir-faire et pas les laisser au capital et à l'industrie, puisqu'il pensait que sinon ça allait nous diviser en morceaux d'hommes. Je reviens, donc quand on lit la suite de ce qu'il nous dit, il parle de la santé de la terre dans ce texte. Donc à l'époque, voilà, j'avais dû choisir un morceau, mais vraiment je vous invite à aller le voir parce qu'il dit quelle terre laisserons-nous à nos enfants. Et là on y est aujourd'hui en fait complètement. Et il parle des pollutions qui se jouent déjà, de l'appropriation des terres et de ce qui nous divise en fait aussi aujourd'hui. Et donc il parle de partage de l'espace public, voilà. Longue intro, pardon. Non, c'est une parfaite introduction, justement, je trouve, pour situer ton travail. Et justement, cette articulation entre le soin de la terre, l'attention à la terre et à l'art, c'est quelque chose qui est très présent dans ce travail de carte de tendre que tu réalises depuis quelques années maintenant. Qui est donc en fait tu collectes, tu enquêtes, Stéphanie, sur des initiatives, des pratiques permaculturelles et artistiques que tu identifies, il me semble principalement en France, en tout cas pour l'instant. Pas uniquement, tu vas nous dire. Mais ça reste la France. Dans les colonies se passent anciennement les colonies, mais c'est vraiment encore des pratiques coloniales, malheureusement, selon moi. Pas que selon moi. On voit aussi ça.
En tout cas, voilà, il y a ce travail d'enquête et de collecte en fait de gestes que tu nommes éco-sensibles et amoureux. Tu vas nous expliquer pourquoi, et qui sont à la fois des actions très concrètes, mais aussi voilà, tu récoltes des sentiments aussi qu'on peut éprouver vis-à-vis des vivantes, vis-à-vis de la terre. Et de ces collectes, justement, de ces enquêtes résultent des aquarelles comme celle-ci, qui sont un assemblage d'images, de symboles, de représentations justement de ces initiatives à la fois artistiques et permaculturelles, auxquelles tu ajoutes aussi, il me semble, des références parfois historiques ou artistiques que tu souhaites convoquer. Donc c'est le cas avec cette œuvre dont on avait envie de vous parler un petit peu, qui est une carte de tendre de zones sensibles. Et du coup, j'aurais voulu, Stéphanie, te demander deux choses. Déjà, si tu pouvais nous présenter peut-être un peu brièvement ce qu'est zone sensible, mais aussi cette carte qui résulte de tes observations, cette représentation qui archive et véhicule à la fois les initiatives qui se passent là-bas, mais aussi cette question de sentiments, notamment amoureux, qu'on peut avoir à la terre. Alors, donc, pour répondre à la première question, zone sensible, c'est la dernière ferme urbaine de Saint-Denis, autour de Paris, qui a été reprise par un collectif, que donc a été cédé à ce collectif par la ville, enfin prêté, un collectif qui s'appelle le Parti Poétique et qui a décidé d'en faire un lieu de maraîchage, d'art et de nourriture, qui est très axé sur des problématiques sociales notamment. Donc c'est vraiment un travail de création et de jardinage, de maraîchage en contexte, qui est fait avec les habitants, les habitantes, avec beaucoup d'associations pour essayer de faire vivre cette terre qui était une ferme en fait, une ferme urbaine, mais avec donc qui produisait des salades, mais en agriculture traditionnelle, comme on dit. Dans la tradition, elle n'est pas si vieille que ça, mais on lui a donné le nom de tradition, ça dépend où on se situe, mais donc extrêmement polluante avec des pesticides. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver un lien à la terre fertile. Et pour répondre à la seconde question, donc ce travail, en fait, ça fait 2 ans que je développe un travail qui prend plusieurs axes, qui s'intitule Terre amoureuse. Terre amoureuse, en fait, c'est un terme, quand on se plonge dans les dictionnaires, on se rend compte que au XIIe siècle, terre et amour ont un point commun qui se noue autour de la question de la fertilité dans leur définition. Et puis, au XIXe siècle, apparaît l'expression terre amoureuse, qui signifie une terre fertile. Et le dictionnaire historique d'Alain Rey, que j'aime beaucoup, nous dit que en 1924, cette expression, en tant que terre fertile, parce qu'elle existe encore aujourd'hui, mais pour une terre qui colle aux bottes. Donc, en tant que terre fertile, elle disparaît. Et en fait, le XXe siècle, c'est là où nos terres deviennent infertiles par le traitement qu'on en fait, finalement, avec tout ce qui va se passer, de remembrement, d'enlever les haies, etc. Et puis surtout de culture intensive avec les pesticides. Donc il y a plusieurs axes. J'en présenterai un autre tout à l'heure autour de questions d'outils. Et donc là, ces cartes de tendre, l'idée, c'est de reprendre un travail plus historique aussi de topographie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra en parler autour d'un café après si certains et certaines ont envie. Mais dans ce travail de carte de tendre, je vais aller mener une enquête auprès d'artistes qui vont faire de la permaculture, du maraîchage et ou de l'élevage dans une voie amoureuse, selon moi, en tout cas que je vais décrire comme ça. Et pour eux, c'est vraiment, pour elles et eux, c'est vraiment cette idée que ces pratiques-là, c'est un médium artistique, c'est-à-dire un médium artistique, on va dire la peinture, la sculpture, etc., sont des médiums. Pour ces personnes, jardiner, faire pousser, prendre soin d'animaux, etc., c'est une pratique de l'art. C'est pas une bifurcation. C'est pas on était artiste et on faisait un art plus classique, comme une peinture par exemple, avec un cadre, et puis on quitte l'art pour
pour aller faire pousser des légumes, par exemple. C'est pas du tout ça qui se joue. C'est vraiment, ces pratiques-là deviennent un médium et ces personnes-là vont me l'expliquer de différentes manières. Donc je les accompagne. Donc moi-même, j'ai une pratique artistique où je cherche à les représenter à travers ces cartes. Et puis je fais des entretiens également. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais pour moi, c'est aussi ma pratique de chercheuse. Ça me permet de comprendre ce qui joue vraiment à cet endroit. Donc selon, il y a des artistes qui vont travailler sur le fait de sortir des énergies fossiles et vraiment donc ne pas utiliser de pétrole là où elles vont être. Je pense à Céline Duval notamment et Blandine Barthélémy qui vont travailler sur des économies de subsistance, des questions féministes. Et puis, donc, pour parler de celle-ci, Zone Sensible, clairement, pour le parti poétique, c'est la dimension sociale. Ils vont faire des paniers solidaires, ils vont inventer des économies, faire pousser des fleurs mellifères, parce qu'il y a des abeilles sur place. Mais ces fleurs, elles sont également comestibles, donc ils vont aller vendre, comme ils sont à la proximité de Paris, il y a un marché pour vendre des fleurs comestibles sur des grandes tables de chefs, etc., qui permettent aussi de produire ces paniers solidaires et de voir comment ces pratiques artistiques-là peuvent s'insérer dans un tissu social collaboratif et aussi produire des échanges, mais aussi du merveilleux, en fait. C'est aussi ce qui m'intéresse et ce qu'on peut voir dans ces cartes. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire 2-3 choses? Celle-ci, alors celle-ci en particulier, en plus, elle est vraiment spéciale, celle-là, parce que c'était quand j'ai rencontré et quand je suis allée au Parti Poétique, sachant que je connaissais très bien ce travail par la cuisine, des années avant, et ce que faisait le Parti Poétique ressemblait pas dans la forme, mais dans l'idée et dans tout ce qu'on peut avoir en commun de nos engagements, vraiment à ce que j'avais monté à la cuisine. Donc c'était une petite merveille ce jour. Et en fait, c'est le collectif Enoki qui était en résidence juste 2 ans avant moi, qui m'a invité à aller là-bas à ce magnifique banquet de potimarron, puisqu'on est au mois de septembre. Cuisinée notamment par Johanna qui est ici et en fait donc elles avaient développé tout un travail autour de questions liées à la sécurité sociale de l'alimentation avec un jeu pour sensibiliser à ces questions et elles avaient fait donc, tout un travail de tissage, maillage du territoire pour comprendre vraiment ce qui se joue sur place. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de cartographier ce lieu avec, dans ce qu'il est, avec ce qu'il a de venimeux aussi. Alors, je reprends des expressions, ciel dangereux, etc., que je prends à cette carte du tendre, qui est une représentation qui date du XVIIe siècle. Donc les petits termes qu'on peut voir sont repris sur cette carte-là, mais on va voir un ciel dangereux, on est sur un couloir aérien, donc par moments on s'entend même plus parler. Enfin, voilà, c'est vraiment... et évidemment, on est au niveau de la ville, c'est très très urbain, donc on a les immeubles autour, on a des voies d'autoroute juste à côté, il y a énormément de circulation, et puis il y a cet endroit qui est 2 hectares, si je me souviens bien, donc c'est à la fois grand et pas très grand, dans lequel il y a, ça fourmille de joie, de possibles aussi, et d'autres récits que ceux que nous a servi aussi l'urbanisme des années 60. Aujourd'hui, c'est en train de changer un petit peu, mais voilà. Avec la bourse ou la vie, tout un tas de jeux de mots qui sont vraiment sur place, en fait, qui sont peints sur des containers sur place, parce qu'il se veut vraiment comme un centre d'art, mais sans espace d'exposition. L'espace d'exposition, si vous voulez, il est vraiment au centre des pratiques de maraîchage. Voilà, et bon, après, quand je convoque Jérôme Bosch ou d'autres figures, ou Mary Morris, là, c'est une de ses tapisseries, c'est la fille de William Morris, qui était quelqu'un de très engagé aussi politiquement. Donc, il y a plein de citations dedans, qu'on comprend ou pas, peu importe, en fait. L'idée, c'est de le prendre aussi comme il vient. Merci beaucoup. Alors justement de cette articulation entre la création et le vivant, les ressources végétales, l'alimentation,
Ça, c'est quelque chose, Alix, que tu éprouves quotidiennement dans ton travail de coordinatrice de ce jardin œuvre que tu accompagnes au quotidien. Peut-être juste quelques mots pour situer très rapidement, mais évidemment, tu vas nous raconter de quoi il s'agit. Mais cet endroit, son histoire, en fait, il s'agit d'une proposition d'une artiste qui s'appelle Marjetica Potarch. Bon, je ne vais pas très bien le dire, je suis désolée. Qui est donc une artiste plasticienne, mais aussi une architecte slovène qui est née en 1953 et dont la pratique est vraiment à la croisée justement de l'urbanisme, de l'anthropologie et aussi de l'activisme. Pour vous donner un exemple, dans les années 2000, elle s'appuyait beaucoup sur le design participatif pour penser des projets avec les personnes concernées en fait, par ces projets. Et tu vas nous le raconter, Alix, mais je crois qu'elle a fait une résidence au laboratoire d'Aubervilliers. En tout cas, en 2010, elle a proposé ce jardin, la semeuse, en identifiant un certain nombre de fonctions qu'il pourrait avoir, notamment de production de graines, de liens avec d'autres jardins. Bon, en tout cas, est-ce que... peut-être que tu pourrais nous raconter justement cette histoire, Alix, s'il te plaît, de la naissance de cette œuvre, et notamment à travers ce que Marjetica Potarch, merci, a identifié comme peut-être comme besoin, ou en tout cas à travers sa lecture du contexte urbain des laboratoires d'Aubervilliers. Bonjour, merci d'ailleurs pour l'invitation, Adélaïde. Oui, donc moi je m'occupe de cet espace aujourd'hui qui ressemble plutôt à la photo de droite, puisqu'on a vraiment un avant-après. Les laboratoires d'Aubervilliers, donc c'est un lieu qui a d'abord été un lieu d'art, mais comment vous expliquer ça? On est un dos d'usine anciennement. Donc là, vous le voyez sur la gauche, il n'y a aucune ouverture. Aujourd'hui, il y a des fenêtres, il y a des portes qui s'ouvrent en grand. Mais il y a surtout cette dalle béton. Et là, hors champ, sur la gauche, on a aussi un parking qui existe toujours. Et à l'époque, donc en 2010, sous la direction de l'époque, Marjetica Potarch est invitée pour penser cet espace. Dans un contexte... où l'idée c'est d'en faire quelque chose, et elle, de par sa pratique que tu nous présentais tout à l'heure, elle a envie, elle n'est pas du coin, elle vient vraiment tout droit de Slovénie, donc elle décide de rencontrer tout un tas de personnes. Elle va être aidée à l'époque par Guylain Roussel, qui habite le coin et qui est aussi étudiant aux Beaux-Arts, à l'école du paysage à Versailles. Et donc elle va rencontrer et découvrir qu'il y a un passé agricole à Aubervilliers, jusqu'à zone sensible, qui s'appelait la Plaine des Vertus, qui nourrissait Paris. Donc un savoir-faire énorme, mais qui a été complètement effacé par le passé et la grosse industrialisation, dont on voit les restes là sur l'image, et les chais industriels. Mais donc elle va se dire qu'il y a quelque chose de fort et il y a plein de savoir-faire. Et donc elle va mobiliser et inviter les collectifs, les associations du coin, surtout les jardiniers et jardinières, et elle va leur proposer tous les mardis pendant 2 ans, puisque le jardin va ouvrir 2 ans plus tard seulement, et elle va inviter donc ces personnes-là à venir s'asseoir autour de la table et se dire mais qu'est-ce que vous voulez ? Et finalement, c'est ça son acte à la fois artistique et politique, c'est qu'elle se dit moi je veux accompagner de l'empouvoirment. Il n'y a pas assez d'espaces verts ou de jardins à Aubervilliers par rapport au nombre d'habitants. Donc voilà, c'était sa proposition. Elle a été aussi accompagnée d'un collectif d'architectes qui s'appelle Roseau Architectes, qui n'avait pas du tout la même vision. Forcément, quand on est architecte, on n'est pas forcément paysagiste, ou en tout cas on ne travaille pas forcément avec les plantes. Donc il y a eu tout un travail aussi de coordination ou de s'entendre sur qu'est-ce que c'est que la création d'un jardin. C'est pas forcément la création de grosses architectures. Donc il a été convenu finalement de construire une serre qu'on voit plus sur l'image de droite, qui existe toujours, et une pergola avec une terrasse qui est l'espace vraiment d'accueil de groupes et d'activités qui s'y passent encore aujourd'hui. Et depuis, cette artiste, en fait, elle est partie. Donc il y a eu la création aussi d'un coordinateur RIS pour mener à bien, enfin animer, activer cette œuvre vivante et donc penser la programmation, le poste que j'occupe aujourd'hui. Oui, du coup, donc il y a cette démarche de cet artiste en 2010 qui, depuis son endroit, qui est celui de la création,
un peu identifier, penser les enjeux sociaux d'urbanisme, d'appartenance aussi à un territoire, de production de végétaux, parce qu'il s'agissait aussi beaucoup, je crois, de produire des graines, c'est ça ? Oui, il y avait cet enjeu à l'époque du début des OGM et de la richesse que c'est que de départ de graines et de mettre en partage. Donc il y a eu la création d'une grainothèque qui est encore aujourd'hui actuelle, où c'est vraiment une vieille boîte avec tout un tas de graines qui vont de l'arbre à la plante médicinale ou à la fleur, en passant par tout un tas de légumineuses et de plantes potagères qui sont c'est une boîte qui est activée selon des événements où n'importe qui peut venir y récupérer des graines et bien sûr y en redéposer. Et tous les ans, on fait des récoltes de graines sur place qui viennent nourrir cette grainothèque. Mais il y a aussi un autre aspect dans la semeuse qui est assez visible quand on s'y rend. En fait, c'est que, c'est un petit peu comme le jardin aux habitantes dont on parlait tout à l'heure, mais de manière peut-être beaucoup plus forte. Là, c'est-à-dire qu'il faut traverser une partie de ce jardin pour accéder au laboratoire d'Aubervilliers, donc qui ont une mission de création, de recherche artistique. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur peut-être le rôle qu'a pu avoir, ou peut-être qu'a toujours la semeuse, de porosité entre l'espace public, l'espace de la rue et ce lieu de création, de recherche artistique? Peut-être que d'ailleurs ces porosités ont varié au fil du temps selon les équipes, les directions aussi des laboratoires d'Aubervilliers. Ouais. Pour tout vous dire, moi je trouve cet espace très important parce que c'est un espace poreux, comme tu le disais. C'est un entre-deux. C'est entre la rue et un espace d'art contemporain où, pour certaines personnes, il peut être difficile de pousser la porte. C'est impressionnant, c'est très haut sous plafond. Et du coup, c'est un espace où finalement, une rencontre sensible peut se faire et s'opère. Et un déplacement plus facile, une forme aussi de familiarité. Qu'est-ce que c'est que de pratiquer ensemble du jardinage, de se retrouver autour de la table, de partager des moments assez conviviaux mais nécessaires, où on se retrouve différemment qu'à une représentation artistique, etc. Donc finalement, c'est un endroit où moi je vais chercher, je fais toujours ce lien, je fais pont pour amener les gens jusqu'au jardin, pour que les gens puissent en profiter, mais ensuite qu'ils se sentent aussi légitimes de rentrer dans le centre d'art et d'y profiter, et de pousser la porte, parce que c'est aussi du coup un espace de vie. Et je me rappelle plus de la seconde. C'était ça, c'était vraiment ce lien entre l'espace de la ville et en fait la fonction du jardin qui fait le lien entre l'espace de la ville et les laboratoires d'Aubervilliers, et selon les directions aussi peut-être. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'en fait, donc, au laboratoire d'Aubervilliers, la direction change tous les 3 à 6 ans. Et c'est vrai que suivant, donc c'est le seul projet des laboratoires qui en continu, qui passent de direction en direction. Et du coup, suivant les directions, il peut être relayé à uniquement du jardinage, mais on l'évoquait un petit peu ce matin, vous l'évoquiez un petit peu ce matin, cette vision de ce que c'est que cet espace. Moi, c'est important pour moi à chaque fois de préciser que c'est une œuvre vivante qui est activée quand il y a du monde et quand il s'y passe des choses, et pas uniquement un jardin partagé. C'est vraiment une autre... parce que l'ambition, le processus et ce qui s'y passe est conditionné par ça. Donc voilà, suivant les directions, ça bouge pas mal et c'est assez intéressant de voir aussi. Mais c'est aussi un espace de prétexte. Comment on fait pour proposer aux gens de venir habiter un espace, quels sont... Quand je fais des invitations, par exemple, et j'ouvre la programmation le plus possible, mais on détaillera plus tout à l'heure, mais comment on peut se déplacer aussi dans la position d'auteur ou d'autrice en termes de programmation, et de proposer aux gens de venir, passer des savoirs et transmettre des savoirs. Et ce jardin, en fait, il permet ça aussi, parce qu'il convoque des choses que énormément de personnes savent faire, ou énormément de personnes ont sont amateurs là-dedans, comme le jardinage ou autre. Alors, avec ces exemples ces 2 exemples de projets là qu'on a vus d'expérimentation aussi, on
on découvre des articulations possibles, hein, parmi d'autres, entre la création et le vivant, le maraîchage, le jardinage. Dans le cadre de l'art public, qu'il y ait des commandes ou non d'ailleurs, hein, ce type de projet, d'œuvre, on comprend, se situe moins justement du côté de la création offerte à la vue de tous, d'œuvres qui se déplacent de l'atelier à l'espace public. Bon, je schématise un petit peu, hein, volontairement, vous m'excuserez, mais on est moins là-dedans que dans l'envie ou la nécessité justement d'expérimenter à partir de besoins, ou en tout cas de proposer des réponses possibles à des enjeux collectifs dans l'espace social, ce qu'a fait donc Marie-Laetitia Potarch. Au cours de nos échanges pour préparer cette table ronde, Stéphanie, tu as mentionné un projet qui, justement, si je ne me trompe pas, est né d'une sollicitation de municipalités, enfin en tout cas d'entités publiques, on va dire, que la cuisine se saisisse avec ses outils de centre d'art et de design d'enjeux d'usage du territoire, et plus particulièrement que la cuisine propose un diagnostic sur la cohabitation un peu problématique entre différents usages des berges de l'Aveyron. Donc c'est un contexte très précis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est moi, en ayant monté ce centre d'art, je voulais pas que... donc c'était en régie directe, un centre d'art pour une municipalité... avec une municipalité et avec le maire, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait envie que ce centre d'art il devienne un outil aussi pour la ville. Donc ça, c'était le cadre, un centre d'art appliqué à l'alimentation dans une zone très rurale, donc alimentation et agriculture. Et puis, donc petit à petit, on a commencé à penser au cadre de vie et j'avais cette idée de proposer de l'art là où il n'était pas invité, en fait. Donc je me retrouvais dans des réunions, notamment au pays Midi-Quercy. Donc le pays Midi-Quercy, c'est là où se situait la ville, qui s'appelle Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne. Et je me retrouve dans une réunion où il y a tout un travail qui est en train d'être mené sur les berges de l'Aveyron, qui coulent dans la ville de Nègrepelisse, mais à travers tout le pays, Midi-Quercy, donc sur plusieurs villes. Et là, ils font un diagnostic. Et donc, dans ce diagnostic, sur les usages des berges qui deviennent problématiques, avec des questions touristiques, des questions d'accès aux berges, en fait, qu'on n'a plus, parce qu'en fait, comme il y a des privatisations qui se font, et donc les personnes à qui appartiennent les terrains autour des berges viennent mettre des grillages, etc. Donc, on n'y a plus accès, même si la rivière en tant que telle reste toujours publique, mais comment y aller ? Donc ça devenait compliqué. Et donc, pour faire ces diagnostics, ils faisaient appel à des cabinets qui sont habituellement sur des développements territoriaux, comme ça, qui font des différents types de diagnostics d'un point de vue de la géographie, du point de vue de la sociologie, par exemple, du point de vue économique. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on en fasse un, mais du point de vue artistique. Qu'est-ce que ça donnerait ? Et étant donné qu'on a toute une mission d'expérimentation qui est tenue par les logiques de centre d'art dans les missions d'un centre d'art, on pouvait aussi se permettre ça, de faire un pas de côté. Et à ce sujet, c'est là où je vais te citer Robert, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Robert Milin, que j'avais invité aux alentours de 2014-2015 à la cuisine. Et Robert m'avait dit, ça c'était, on l'avait fait un peu avant, mais peu importe, c'était complètement dans les mêmes logiques. Il m'avait dit, l'art peut se permettre des choses que le politique ne peut pas faire. Et cette phrase m'habite toujours et j'en parle aux étudiants, étudiantes ou régulièrement, comme maintenant. Je trouve que c'est profondément juste, en fait. C'est cette idée de du non-invité aussi, mais qui va venir ou va essayer d'ouvrir comme ça des espaces là où il n'est pas attendu. Et je pense que c'est aussi ce qu'on peut espérer de l'art par moment qui l'ouvre des zones. Et donc, j'aurais proposé qu'on fasse un diagnostic sensible. Habituellement, là, puisqu'on parle d'art dans l'espace public, dans les marchés publics, il y a tout un programme qui est élaboré, des budgets, etc., qui sont votés. Puis ensuite, il y a un appel à candidature, souvent, où les artistes vont postuler avec un projet. Et voilà. Et pour caricaturer, dans l'espace public,
style sur l'Aveyron, on ne peut plus accéder à l'Aveyron, il y a peut-être des zones où on peut accéder, ok, on va faire un cahier des charges et on va demander à des designers de venir dessiner un banc. Je caricature à peine, c'est vraiment ce que je pouvais observer quand même. Et donc on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer autre chose ? Je veux dire, en tant qu'artiste, on peut aussi concourir à l'élaboration d'un cahier des charges qui serait tout autre en fait, et intervenir ailleurs, et pas seulement pour réaliser un objet physique qui va durer un temps, qui peut avoir ses qualités, son intérêt, etc., mais aussi livrer un point de vue et en faire un espace de discussion. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu un projet de création-recherche dans lequel j'ai invité un designer qui s'appelle Alexandre Moronoz et une archiviste qui s'appelle Olga Ponché. Et donc, ensemble, on a mis au point une méthodologie de diagnostic sensible basée sur les archives autour de 3 villes, dont Nègrepelisse, sur l'Aveyron. Et donc, on a été récolter des témoignages, on a passé des annonces dans la presse, dans la Dépêche du Midi, on est allé chez les gens, consulter des archives de photos et tout ça pour voir ce qui se passait vraiment sur ces berges avant que on n'y aille plus ou qu'elle soit utilisée d'une toute autre manière. Donc là, il y a tout un tas d'usages qui sont apparus. Notamment, on s'est rendu compte qu'à Nègrepelisse, vraiment à l'endroit juste à côté d'où était le centre d'art, on se baignait dans l'Aveyron et on l'appelait même la piscine, cet endroit. C'était avant qu'il y ait une piscine municipale. Et qu'est-ce qui s'y passait ? À un autre endroit, on l'utilisait, on parlait de lessive ce matin, mais pour faire la lessive. Alors c'est toujours des photos, c'est au second plan parce qu'on ne se prend pas en photo. À l'époque, on n'a pas les mêmes usages de la photo en faisant la lessive. Donc souvent, il y a des gens qui posent devant et tout. Puis quand on regarde à la loupe, on dit tiens, il y avait tel et tel type d'activité. C'était pas que l'activité du dimanche, il y avait toute une vie aussi autour. Voilà. Et donc à partir de ça, il y a eu tout un travail qui a été fait, une exposition et des formes de maquettes, ou on va dire de prototypes, qui sont des prototypes qui sont aussi des objets de discussion, comme le dit Rudy Bord aussi, avec qui on avait collaboré à d'autres occasions, mais qui travaillait aussi beaucoup là-dessus, sur cette question de design civique. Des prototypes qui ne sont pas des objets destinés à être installés, mais qui sont des objets qui permettent de débattre, en fait, et de se dire, et de ne pas faire consensus, justement. Et c'est là aussi où ça me semble important, où l'art dans l'espace public peut intervenir, c'est que c'est pas forcément tout rose ou que du bonheur, mais aussi un endroit où on va pas être d'accord et où cette parole va pouvoir sortir et s'exprimer. Et donc, il y a eu une exposition itinérante à partir d'objets types qui ont été formulés, qui sont des objets citations, qu'a fait Alexandre avec beaucoup de poésie. Et donc, il y a eu une expo et puis différentes présentations au public avec les élus, les techniciens et techniciennes du territoire, habitants, habitantes, pour parler de ces berges et ce qui pourrait advenir. Et voilà. Et juste pour conclure ce projet, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, alors d'ailleurs le centre d'art a été fermé pour des questions politiques en 2022, mais le Pays Midi-Quercy continue ses collaborations avec des artistes et des designers à d'autres endroits justement que la fameuse commande à la fin, vraiment pour explorer et pour leur donner des clés de compréhension du territoire. Donc voilà, livrer d'autres formes de sensibilité que celles qui sont livrées habituellement par des disciplines qu'on a l'habitude d'inviter en fait dans l'espace public. Merci. Alors peut-être pour poursuivre justement sur des réponses possibles comme ça à des enjeux collectifs, à des enjeux de l'espace social. Si on retourne à la Semeuse à Aubervilliers, donc on a vu un peu quelle avait été la lecture de l'artiste, donc qui s'était fait accompagner par différentes personnes pour proposer donc ce jardin. La lecture qu'elle a eue donc d'un contexte qui a nécessairement évolué depuis 2010, le contexte de la ville, ses habitants, son urbanisme. Donc le projet de la Semeuse lui-même a évolué, tu l'as dit un petit peu Alix aussi, selon les directions, il y a été à poser différentes fonctions par rapport aux lieux artistiques, culturels, enfin d'art contemporain. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce qui s'y passe aujourd'hui ? Donc quelle est la vie de ce jardin ? Quels en sont les usages, que ce soit les usages, on va dire, programmés par toi en tant que coordinatrice, par les laboratoires d'Aubervilliers, mais aussi peut-être les usages plus informels en fait, d'appropriation de l'espace aussi, qu'en font les habitants d'eux.
Oui, en termes d'usage informel, il y a pas mal un groupe de femmes notamment qui vient se ressourcer, qui vient cultiver, qui s'est enraciné dans le jardin par leur pratique, quoi, vraiment, pour plusieurs points de vue, pour plusieurs besoins aussi. Et de là, pour moi, c'est tout un tas de rencontres, parce que quand je suis arrivée et que j'ai remplacé la personne précédente, donc il faut savoir, on parle beaucoup de relations depuis ce matin, et quelque part, c'est aussi là où je me place, c'est comment on fait relation, comment on active les relations, et qu'après, les choses se font aussi par elles-mêmes. J'ai eu besoin et j'ai fait des permanences d'abord tous les mercredis après-midi où je sortais le thé et le café et je rencontrais tout un tas de personnes qui soit venaient là par hasard parce qu'on n'a pas pignon sur rue, on est au fond d'une grille, enfin il faut passer deux grilles qui sont ouvertes mais il faut quand même les passer. Donc j'aime bien parler d'un seuil, c'est un énorme seuil à traverser. On était post-Covid, donc il y avait les gens sortaient plus tant que ça, mais à chaque rencontre que je faisais, il y avait cette importance de justement d'avoir un espace où se rencontrer, où faire des choses, oui, mais il y avait d'abord l'envie et le besoin d'avoir un endroit où on se sent bien et après on peut y faire des choses, mais vraiment cet espace extérieur où on se sent bien. Et au fur et à mesure, finalement, par des pratiques que j'ai vues, que j'ai partagées avec certaines de ces femmes, notamment la faucille, se servir de ça, moissonner, est venu un projet, et ça fait maintenant 3 ans qu'on sème du blé. Voilà, on a aujourd'hui 14 variétés de blé ancien, et où on s'essaie à ces pratiques-là, accompagnée surtout par une personne qui s'appelle Fatma, qui est une personne très importante pour le jardin, puisqu'elle vient quotidiennement cultiver. Et par exemple, elle, c'est un exemple parmi tant d'autres, elle a renoué avec des pratiques qu'elle avait vues faire par ses grands-mères, sa mère elle-même, mais elle n'avait jamais pu le pratiquer puisqu'elle était trop jeune à l'époque. Et donc finalement, c'est elle qui nous a appris ce geste-là lors de la première célébration d'une sorte de fête de la moisson où on avait planté donc entre 35 et 40 mètres carrés de blé qui nous avait été confié par un agriculteur céréalier qui est à Coulommiers, qu'on était allé chercher près de Coulommiers. Donc on a semé du blé rouge de Bordeaux, alors beaucoup trop au mètre carré, parce que c'est rare de pouvoir reproduire un geste qu'on a vu beaucoup et qu'on voit encore dans anciens tableaux. Ce geste-là, assez généreux, puisqu'il y a de quoi faire et il y a des hectares devant. Là, il y avait surtout du béton tout autour, donc le geste ne pouvait pas être si généreux que ça, mais tout le monde l'a fait et tout le monde l'a pratiqué. Et c'est là que c'est intéressant, cet espace aussi, et la semeuse, c'est comment, finalement, on peut faire laboratoire dans un jardin et renouer avec des pratiques qu'on a pu. On parle beaucoup de crise de la sensibilité vis-à-vis du vivant, mais je pense qu'il faut le pratiquer, il faut le voir, il faut le vivre, à la fois dans les gestes, mais aussi dans les changements de saison, pour renouer justement avec ce vivant qui est très très large. Donc voilà, et donc ça c'était une des manières de renouer avec des savoir-faire, et surtout dans l'histoire du jardin. Là, on a décidé de cultiver, c'est un espace où tout le monde passe. C'est un espace visible, c'est un peu comme la place, c'est devenu un peu comme une place de village, parce que là, tout d'un coup, au lieu que ce soit les 2 parcelles du fond du jardin et que ce soit finalement dans l'intimité qu'on cultive, c'était devant tout le monde, enfin dans le passage. Et ça a beaucoup interrogé de qu'est-ce qui se cultive, ah bon mais c'est pas de l'herbe, enfin voilà, il y a eu des gens du quartier qui sont venus arroser l'été, qui m'envoyaient des vidéos, enfin il y a vraiment eu un suivi, et jusqu'à un pin, donc on en a récolté pendant une année, on a récolté les grains, on l'a transformé en farine, et on l'a mangé ce pain-là l'année suivante lors de la 2e fête de la moisson. Et finalement, par tout ce cycle, toutes les personnes ont rejoint, par un biais ou un autre, la pratique et ce qui se faisait. Mais
Ouais, et du coup, on peut y venir à la suite. En fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai découvert les analyses de sol. Donc, il y a 4 ans, qui étaient terribles, forcément. Donc, on a du plomb, du zinc et des hydrocarbures dans le sol. Et tout de suite, s'est posé la question de la responsabilité, de se dire comment est-ce que je peux permettre à des femmes de continuer à venir et à manger ce qu'elles produisent sur place. Et du coup, au début, ça a été vraiment un projet pas improvisé, mais je dirais sans forcément de moyens. On a fait venir un paysagiste quand même qui nous a accompagnés et on s'est posé la question avec des voisins et voisines comment on peut faire là pour cultiver, continuer de se nourrir de ce jardin-là en faisant du hors-sol, mais pas forcément avec des gros ouvrages, avec du bois, avec des bacs en hauteur, parce que l'eau peut disparaître très vite et s'évaporer très vite de ces bacs-là, donc finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, etc. Et de fil en aiguille, on a redessiné le jardin grâce à de l'osier. Et il y a une artiste qui est venue nous accompagner, qui s'appelle Stéphanie Butier, que j'ai rencontrée à Dijon d'ailleurs. Et comme ça a été notre ligne, notre fil rouge pour redessiner, repenser ces espaces de potager. Voilà. Et là, vous voyez les mains de Fatma, justement, qui récolte les tiges d'une courge, qu'elle fait pousser au jardin et qu'elle adore mettre notamment dans certains plats algériens. Voilà. Ouais. Oui, donc il y a à la fois, si vous vous inscrivez à la newsletter de la semeuse, voilà, il y a régulièrement des appels à des rendez-vous de troc de graines, des ateliers permaculturels, et puis on le comprend, il y a aussi tous ces temps d'échange beaucoup plus informels qui se déroulent un peu quotidiennement dans cet espace. Il y a aussi quelque chose dont on aimerait parler. Ce matin, j'essayais aussi de dire que, en parlant du jardin aux habitantes, que voilà, par exemple, il y a aussi des difficultés inhérentes à ces jardins qui sont en plein centre-ville. Les collectifs, c'est pas toujours simple. Il y a souvent des avis très différents aussi pour comment prendre en charge ces difficultés, comment apporter des réponses. Enfin, voilà. L'idée, c'est pas même si tout ça paraît génial, l'idée, c'est pas de donner une vision aussi fausse de ces projets, de ces processus dans le temps qui demandent de l'énergie, où il y a aussi des divergences. Voilà, c'est pas non plus tout n'est pas idéal et utopique, idyllique. Et justement, si j'ai bien compris, la semeuse, c'est aussi se veut être un espace un peu refuge. Tu parlais de, justement, après le Covid, c'était difficile de sortir. En même temps, les personnes avaient envie de se retrouver dans des endroits plutôt comme des jardins. Pour les enfants aussi, en plein centre-ville, à 4 chemins, c'est peut-être plus facile de jouer, de galoper qu'à proximité de la circulation. Donc ça se veut être un espace ouvert à tous, à toutes. Et pour autant, il y a aussi, on en parlait un petit peu, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, mais des difficultés de cohabitation. Parfois avec des personnes qui viennent là, qui sont dans des états d'ébriété, et la cohabitation avec des activités. Enfin, c'est aussi en fait des espaces qui révèlent aussi les tensions, les fragilités de notre espace social, de nos espaces publics et urbains notamment. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus ? Ouais. Oui, là j'y travaille encore. C'est la question de quand on ouvre et l'ouverture, qui est-ce qui vient ? Qui est-ce qui s'approprie l'espace et comment, sachant qu'on est dans un espace, dans une ville à Aubervilliers où l'espace est beaucoup occupé par des hommes, et au jardin, en fait, depuis un certain nombre d'années, il y a justement un groupe d'hommes qui vient le soir se détendre après un travail parfois dur, et l'importance de la médiation et de la rencontre et de finalement c'est quoi cet endroit pour eux, pourquoi il est important d'être ouvert aussi, mais des choses que vous avez pu rencontrer avec le jardin ici qu'on a vu tout à l'heure. La notion d'usage, jusqu'où l'importance de faire attention aux usages des autres pour que tout ça puisse cohabiter. Ça, c'est encore un travail encore quotidien.
Voilà. Après nous, il y a eu aussi énormément de changements avec la nouvelle maire et la nouvelle mairie. Enfin, voilà, on avait un gardiennage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc à un moment, voilà, c'est qui est en gère de quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce matin la notion du cadre. Finalement, elle est très importante. Mais du coup, qui l'écrit? Parce qu'ici, en plus, on est dans un contexte assez particulier, dans le sens où c'est un espace qui appartient à la mairie et qui est mis à disposition au laboratoire, comme le lieu lui-même. Voilà. Donc ça... Mais c'est intéressant parce que finalement, des endroits où on ouvre, il y a aussi des sujets ou des frustrations qui sont exprimées, qui ne le sont pas ailleurs. Et ça, il faut en être aussi... moi, je l'ai compris un peu tard, mais j'ai compris que à partir du moment où on considère, où on ouvre, où on discute, où on instaure le dialogue, on peut aussi représenter une institution ou représenter un endroit et du coup faire l'interface d'échanges auxquels on n'a pas de réponse, mais qui existent bel et bien et qui sont visibles dans ces endroits-là et qui peut-être manquent, enfin je suis sûre même qu'ils manquent. Mais voilà, c'est aussi un espace de refuge pour cette parole-là, quoi. Est-ce que peut-être on peut prendre, avant de poursuivre, le temps pour des réactions ou des questions que vous auriez, que vous avez, je suis certaine. Ok. Il marche. Ah si. Bonjour. Pour la semeuse, je me demandais pourquoi vous n'avez pas débétonné pour faire plus de parcelles de terre. Parce que j'imagine que sous le béton, il y a de la terre, non? C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir qu'avant de débétonner, il faut analyser l'asphalte, savoir s'il y a de l'amiante dedans, puisqu'on en mettait aussi dans certains sols à une époque. Ensuite, c'est une dalle. Donc, là où il y a la terrasse, il y a la dalle. Enfin, la terrasse est posée sur la dalle béton, ce qui est pas mal d'un point de vue quand même pour le bois, pour éviter qu'il pourrisse plus vite en contact de la terre, etc. Et ensuite, l'espace qu'on voit devant, il sert pour des moments de manifestation, de spectacle dehors, voilà. Mais c'est un projet qui m'habite depuis un certain moment, puisque cet espace, il est identifié comme un jardin. Donc finalement, ça paraît assez logique de venir l'ouvrir. Moi, je me pose plutôt sur la question sur le matériau. Est-ce que c'est déjà une désimperméabilisation du sol en inscrivant un pavé mais aéré, voilà, pour permettre aux plantes de pousser, mais c'est une bonne question. Ça nécessite d'avoir aussi beaucoup de réactions vis-à-vis de la ville, de trouver les subventions, il en existe. Mais voilà, c'est des grands chantiers, mais auxquels on pense fortement. Question pratique, la durée de votre mandat. La durée de votre mandat. De mon poste ? Oui. Il n'y a pas de durée. C'est les directions qui changent, qui peuvent être là pendant 3 ans, renouvelables 3 ans. C'est le comité d'administration qui choisit, et nos tutelles, notamment, qui sont la ville, le département, et j'en oublie un essentiel, et la région. Voilà. Mais l'équipe reste, ou part d'ailleurs, on choisit. Moi, je voulais vous demander, ce matin et cet après-midi, on a du coup beaucoup parlé de ces jardins comme espace de lenteur, comme espace d'échange. Mais est-ce que ça arrive? Est-ce que vous avez des exemples de ce genre d'espace qui devient un espace de résistance, justement, au travail, à la rapidité des choses? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui émergent de ces instants de pause de lieux publics qui deviennent un espace justement très particulier qu'on n'a pas, surtout en ville? Alors la lenteur, elle s'instaure pendant les ateliers, puisque déjà, maintenant on a un four à pain, on en parlera juste après, mais et pour faire du pain, surtout au levain, on a besoin de temps. Et pendant que le pain lève, on peut faire tout un tas d'autres choses.
Un endroit de résistance, ça l'est, ou refuge, parce que aussi on accueille des personnes, on travaille avec des associations qui travaillent avec des personnes en situation d'exil, où là, avec une association qu'on invite chaque mois, on crée des moments comme ça de liens qui peuvent se faire entre une installation qui s'appelle la Community Table par Art Refuge et un atelier à côté. Et tout peut se croiser. Et moi, ce qui peut désarçonner parfois des personnes qui viennent en atelier au jardin, c'est que je valorise surtout la rencontre et que ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment un prétexte, mais on va apprendre des choses, mais ça va être aussi un peu déplacé. C'est-à-dire que ça va pas être très intense pour permettre aux gens de discuter, de se déplacer un petit peu, d'oser aller vers. Et ça, c'est vraiment un travail d'équilibre entre quel groupe est invité, à combien de personnes. Et parfois, là, se créent des rencontres et du coup des lenteurs aussi, parce que le cadre, on passe vraiment de 4 chemins où il y a énormément de trafic, énormément de monde, à un endroit où d'un coup, il y a du silence. C'est agréable et donc on a envie de rester. Voilà, ce seraient les formes de résistance et les formes de lenteur qui s'opèrent au jardin, pour te répondre. Je rebondis sur cette question parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver. Et en fait, je les retrouve essentiellement dans des initiatives individuelles ou qui deviennent associatives, mais qui sortent des cadres administrés, en fait, aujourd'hui, où il y a quand même une injonction à la productivité, à la monstration. En ça, le jardin est vraiment un espace de résistance, mais... c'est une conversation que j'avais hier soir où justement on me posait la question, mais quels endroits aujourd'hui tu pourrais me conseiller qui instaurent ce type de rapport au vivant, au jardin, etc. Elle dit, mais un lieu public est génial. Enfin, tu vois ce que vous pouvez faire et tout. Mais il y en a, mais c'est extrêmement rare. Et derrière, quand on parle un peu avec les gens en off, comment dire, c'est juste mon expérience, mais ce que je remarque, voilà, c'est qu'il y a une initiative qui est menée et qui peut aller au bout dans un espace administré, mais ensuite elle va être rattrapée pour devenir beaucoup plus productive, reproductible, etc. Et pour rentrer aussi dans des cadres qui sont demandés d'évaluation, en fait, pour avoir les financements et tout ça derrière. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc, c'est plus simple quand c'est des cadres expérimentaux que des cadres qui s'installent dans le temps, selon moi. Oui, je voulais vous demander tout à l'heure, c'était pour vous avez dit que la terre était polluée, il y avait des métaux lourds, mais en fait, vous avez planté quand même du blé, alors du coup, vous avez dépollué la terre ou pas ? Non. Donc, il y a 3 ans, j'étais en contact avec un laboratoire d'analyse, justement. Il se trouve que les analyses de sol que j'avais retrouvées qui dataient de 2013, il n'y avait pas les points GPS. Du coup, je les ai pas refaites parce qu'il y avait cette nécessité. Ça aurait été intéressant de voir quels étaient les points et s'il y avait eu des pratiques différentes, c'est-à-dire laisser en friche un autre espace se cultiver et de faire des analyses d'avant-après 10 ans. C'est assez rare d'avoir ce délai-là. Finalement, je ne l'ai pas fait puisqu'en fait, souvent, ce qui est c'est très coûteux. Ça nécessite de trouver les fonds. Ensuite... ça peut amener des interdictions ensuite de venir faire des choses sur cet espace-là. Et surtout, les vraies analyses les plus intéressantes, c'est quand c'est fait de manière très quadrillée, quoi, et on sait finalement où sont les polluants et où est-ce qu'on peut faire quelque chose. Du coup, le blé a bien poussé sur le sol. Faut savoir qu'à l'époque, on m'a dit que les graines ne risquaient rien. Aujourd'hui, il y a des collectifs et des laboratoires de recherche qui essayent d'analyser les fruits
et les graines des arbres et des curcubitacées ou autres végétaux qui poussent sur le sol. Donc à quel moment, où est-ce qu'on trouve le plus de pollution? Est-ce que c'est dans les racines? Est-ce que c'est dans les feuilles? Ou est-ce que c'est dans les fruits? Pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui pensent et croient en l'intelligence des plantes et de ne pas laisser aux fruits ou aux générations suivantes la pollution et d'avoir des sortes de filtres. Et il y a plein de plantes qui sont phytoremédiatrices aussi qui font ça. Donc on l'a mangé. Après, faut savoir que c'est souvent les restes qu'il y a dans les plantes, c'est à des taux très très bas, c'est de l'ordre de 0,0 quelque chose. Mais les gens étaient informés, donc c'était aussi un choix. Et donc ce qui se reste dans une part de pain est assez infime, mais voilà. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur, est-ce que c'est un acte de résistance, je crois moi, je crois vraiment que par nature, même si on ne l'a pas voulu, ça devient un acte de résistance, en fait. Et ben, je crois que, voilà, tu l'as dit, Stéphanie, aussi, ce qu'elle a fait à l'époque à la cuisine et ce qu'elle fait aujourd'hui comme artiste. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que je ne me suis jamais dit, allez, on va faire un acte de résistance. Je me suis dit, on va faire ensemble quelque chose. Et ce qu'on voit à l'expérience des faits, hein, vous allez pouvoir le dire, mesdames aussi, hein, c'est que ça devient pour certains insupportable, plusieurs éléments. D'abord, qu'on puisse faire de l'art comme ça, puisqu'il y a des lieux prévus pour l'art, qui doivent être remplis avec des programmations. Donc il y a un système de l'art qui a sa propre régularité, et dans lequel on n'est pas quand on est dans un art public comme ça. Donc ça, c'est un premier élément. Donc déjà, on est un peu incongru. Par exemple, au Palais de Tokyo, j'ai attendu 20 ans pour avoir une reconnaissance, en fait. 20 ans. Avant, j'étais qualifié d'artiste démago qui faisait un jardin ouvrier au Palais de Tokyo. Après, c'était une pelouse au Palais de Tokyo. Enfin, bon, moi, j'étais assez convaincu de mon truc et assez fort dans ma tête pour supporter ça, mais c'est vrai que c'était pas facile. Ici, à Ivry, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'elles font ces nanas? D'abord, c'est assez peu gentil. Qu'est-ce qu'elles font ces nanas? Leur jardin, on a besoin de parking. Donc il y a une résistance là qui n'est pas qu'artistique, c'est une résistance presque territoriale. On a besoin de place. Parce que le fait de faire une agrocité sur le projet, c'est insupportable aussi parce que les gens ont besoin de se garer. On ne peut pas le leur reprocher. C'est une mutation sur 20 ans qui va se faire. Qu'ils auront une place de parking plus tard, mais plus loin, en fait. Donc, voilà. Et puis, il y a une résistance anthropologique aussi, quelque part. C'est-à-dire que pour les parcs et les jardins, ça se fait de manière municipale. Alors, ils me disaient, mais vous êtes la mairie? C'est la mairie? Je vais écrire au maire. Et je disais, non, on est un peu un mélange de tout. On n'est pas la mairie. Enfin, vous voyez, on est donc on est amené à être dissonant, totalement dissonant, même si on n'a pas pensé ça. Est-ce que l'on poursuit l'échange? Ouais. Merci pour les questions et les réponses très riches. Alors, on voulait vous proposer de terminer donc, cette table ronde avec un autre enjeu autour d'un terme qui est peut-être sorti un peu rapidement, mais qui est celui d'œuvre-outil. Concrètement, là, on a vu comment dans l'espace public, des œuvres, des actions, des activités, qu'elles soient d'ailleurs proposées par les artistes, mais aussi par des habitantes, par des volontaires ou par des structures culturelles, peuvent être en tout cas des supports pour faire ensemble, pour cultiver des relations, pour partager des savoirs. C'est le cas de manière très visible, je trouve, là, avec la semeuse. Finalement, cette notion d'œuvre-outil là, qui nous intéresse maintenant, moi j'ai tendance presque parfois à faire un peu des raccourcis, en tout cas à penser que ces projets artistiques, ces espaces de création et de culture, dans tous les sens du terme, sont des prétextes à l'échange, à la rencontre. C'est d'ailleurs presque un peu comme ça que je vois le projet de jardin à Ivry, mais aussi peut-être celui des jardins aux habitants dans le 16e arrondissement. J'aurais bien aimé qu'on discute d'un projet à la semeuse, qui est ce four à pain. Alix, peut-être déjà, je trouve que la manière dont ce projet œuvre, outil est arrivé est très
très représentatif. Enfin, là, on évacue presque la question aussi de la signature de l'artiste, de l'auteur. Je trouve ça très intéressant comme processus. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors ça date de 2021. C'est la personne qui me précédait qui est à l'initiative de l'invitation de Tiffaine Calmette. Parce que là, dans le fond à droite, là où vous avez le cabanon où on range le bois aujourd'hui, se trouvait un monticule de terre végétale qui avait servi à un projet bien antérieur d'une sorte de construction en terre, paille, dans les laboratoires, dans le hall des laboratoires de Claudia Triozzi. Et donc la terre avait été stockée dans le fond du jardin, réhabitée par les plantes, les insectes et surtout les vers. Et donc l'idée a été de retravailler cette terre en invitant Tiffaine Calmette, qui elle-même a invité Samuel Dugelet, qui est quelqu'un qui construit des fours, mais pas que, notamment des habitations en terre, avec différentes techniques. Et donc ça a été un gros chantier, 3 semaines sur place, dont 2 ouvertes au public, où l'idée ça a été de construire collectivement, avec les personnes qui avaient envie d'apprendre ce savoir-faire-là, ce four à pain. Donc il y avait des matinées qui étaient très théoriques, avec Samuel qui parlait de son métier et de sa pratique, et des après-midi énormes de chantier. Donc on a retravaillé la terre au talon, avec de l'eau et de la paille. On a fait des sortes de briques mais rondes, ce qui nous a permis aussi de déplacer toute cette terre, parce que c'était une belle quantité, et ensuite de construire ensemble. Et Tiffaine, pendant tout le chantier, a papillonné, même comme une abeille, j'aime bien butiner dans les idées et dans ce qui se faisait ou ce qui était en train de se faire, pour donner une forme, une forme globale et intéressante de la totalité de ce four. Mais finalement, on éjaillit quelque chose de très organique. Là, on n'a pas de zoom, mais vous voyez un peu certains trous. Il y a même des abeilles solitaires qui viennent se loger aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu le devant qui a été plus pensé pour l'utilité. Donc, c'est une technique de rocaille. Donc, c'était une structure métallique qui vient recouverte d'un grillage à poules, recouverte de ciment. Mais tout le tour est en terre. Et bien sûr, on a dû aussi on allait chercher des tuiles. Ce que je ne dis pas là, c'est aussi que chaque matériau sont des matériaux recyclés. Les rondins venaient d'une galerie, salle principale, pas loin des labos. Les tuiles ont été fabriquées en amont par un collectif de femmes qui savaient excellemment bien faire ces tuiles parce qu'elles faisaient du pain. Et donc, elles arrivaient à étaler la pâte d'une manière professionnelle assez impressionnante. Qu'elles sont venues dessiner dessus. Il y a aussi des gargouilles qui ont été collées sur le toit lors de l'inauguration, qui sont là un peu pour garder la flamme, un peu qui complètent l'ouvrage. Et voilà. Et donc ce four vient compléter les usages de l'espace, parce que finalement, la question alimentaire, elle était déjà présente, puisqu'on vient cultiver, donc on a des récoltes ensemble, et il y a une cuisine assez grande au laboratoire, ce qui faisait qu'il y avait déjà des ateliers de cuisine. Mais là, ça a été encore plus important, dans le sens où c'est à l'extérieur. C'est un four qui est support de plein de souvenirs pour plein de personnes, notamment en Afrique du Nord, où en fait il y a des fours en terre crue, et donc des savoir-faire culinaires que ça invoque chez les participantes, c'est très riche. Et donc on l'allume une fois tous les derniers mercredis du mois. Et l'idée, c'était qu'il soit comme un four communautaire, un four communal, où n'importe qui peut y faire venir cuire son pain, sauf que d'un point de vue logistique et allumage, on a un seul foyer. Donc là où on fait le feu, c'est là où on cuit le pain ou les pizzas ou autre. Et donc ça nécessite déjà 2h30 environ de chauffe. Et ensuite, on ne peut pas y cuire tout ce qu'on veut. Il y a un moment, c'est une quantité limitée. Du coup, pour ce faire, on ouvre le mercredi après-midi pour faire l'atelier, mais n'importe qui peut proposer une recette. Donc c'est assez difficile de proposer à des gens de dire tu peux venir transmettre quelque chose et d'inverser les positions, mais ça se fait. Et c'est assez magique finalement de se retrouver autour de la table, d'avoir quelqu'un qui va transmettre, qui n'est pas professionnel, qui va cuisiner ou boulanger ou boulangère, même si on en invite, mais à ce moment-là, c'est pas le cas, et qui transmet souvent des recettes qui leur sont aussi très chères, très importantes. Et là s'opèrent des
des formes des reprises de confiance en soi. Enfin, il y a tout un travail sur le public qui est intéressant à voir, et encore plus quand on fait des ateliers où là récemment j'ai quelqu'un qui m'a réécrit ensuite, 2-3 mois après l'atelier, qui m'a dit ça y est, je commence une alternance en boulangerie et je vais en faire mon métier. Donc il y a vraiment, que ce soit pour les enfants ou tout âge, il y a Enfin, moi, petite, j'ai jamais fait de pain, ou j'ai jamais été invitée dans un centre d'art à faire du pain, et finalement, ça devient une pratique qui est multiple, parce que c'est de la matière qui ressemble beaucoup à la terre. Il y a autant de pain que de cultures qui existent, et il y en a beaucoup à Aubervilliers. Donc, ça nous fait une matière énorme. Et voilà. Et donc, on l'allume comme ça, et de plus en plus, j'essaye d'ouvrir aussi à n'importe quel collectif ou associations du coin qui ont besoin d'un endroit de chauffer et qui ont envie de profiter de l'espace pour ça, quoi. Et donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une œuvre de Tiffaine Calmette, ou c'est plus complexe que ça? Tu m'avais notamment, tu viens de citer la manière dont les tuiles ont été réalisées par un groupe de femmes, une association qui est très présente au jardin de la Semeuse. Et qui avait presque commencé à faire ces tuiles comme elles font de la pâte à pain ou à gâteau, je ne sais pas, mais presque même en amont du projet, avant qu'il soit totalement pensé. C'est un projet collectif. Ça reste... je dirais que Tiffaine, elle a allumé l'allumette, elle a fait que ça puisse se faire, et dans certaines conditions. Je crois que Tiffaine, même j'en suis sûre, quand on discutait ensemble, elle avait ce besoin de faire ces projets-là, et que ça lui apportait d'autres énergies aussi, et que c'est la relation au sein de ce projet d'elle avec la rencontre des participants et participantes qui a donné l'émergence de ce four. Seule, elle l'aurait pas fait, et les personnes qui sont venues faire aussi n'auraient pas fait. Enfin voilà, c'est la rencontre qui a donné. Et l'usage du four lui échappe totalement, dans le sens où il vit sa vie avec la Semeuse, les habitants, avec toi, ce que tu proposes. Oui, complètement. Peut-être pour poursuivre, mais aussi terminer sur cette notion d'œuvre-outil, on retourne là à Zone Sensible, avec un projet de Stéphanie, donc la création de l'hôtel Humus, que tu vas nous proposer, et qui déjà, par sa fonction, est un outil du potager, puisqu'il s'agit d'une zone de compost. Mais c'est aussi un support de rencontre. Et d'ailleurs, pendant nos échanges, en préparant cette table ronde, moi, je te posais un petit peu la question justement de l'autonomie. Enfin, tu vas déjà nous présenter le projet, mais de l'autonomie d'un tel projet, dans le sens où, comment les personnes peuvent s'en emparer dans le temps aussi, peut-être en dehors de ta présence. Et on parlait notamment d'actions, de rituels, de petites entrées comme ça aussi, pour que des personnes puissent s'octroyer ou se donner la légitimité, l'autorisation à poursuivre ces rencontres, ces usages aussi de cette œuvre. Oui, alors pour vous expliquer un peu l'hôtel Humus à Zone Sensible. Alors la question de l'humus va nous renvoyer au compost et au fait de composter sur ces terres. Humus, dans sa racine, puisque les mots m'importent, humain, humus, humilité ont la même racine qui renvoie à la terre. Et à mes terres amoureuses notamment, et ces terres-là qui sont aussi des terres amoureuses, comme celle de la Semeuse, on dirait. Et en fait, suite à la première cartographie, avoir rencontré le Parti Poétique et Olivier Darnay grâce au collectif Enoki, j'ai été invitée à faire une résidence qui s'est conclue là, il y a 10 jours. Et donc en allant vraiment en passant du temps sur les lieux, en méditant sur les lieux, parce que j'ai vraiment un rapport au temps long aussi dans ma pratique, dans ma démarche, et en observant le fonctionnement, je me suis rendu compte qu'à Zone Sensible, en fait, sur la parcelle, vraiment le long de la barrière gauche, en fait, la limite gauche du terrain, il y a la zone de compostage qui est vraiment cachée, en fait. C'est un peu la zone des détritus. On peut tout à fait y aller,
mais c'était pas du tout un endroit où finalement on va quand il se passe, parce qu'ils font diverses activités sur le lieu, de sensibilisation, de pratique, d'initiation au maraîchage, etc. Donc on peut le voir, mais c'est pas un endroit où on va de soi, alors qu'il y a des parcours beaucoup plus évidents en fait dans l'espace. Et je me suis dit finalement c'est peut-être voilà ça. Pour moi, je me suis dit c'est quelque chose qui manque. Donc, comme si je dois fournir un outil, c'était l'idée en fait de cette résidence, ça pourrait justement être revisiter la question du compost et le mettre ailleurs en fait, et qu'il soit très visible. Donc là, il l'est. Hein, je me suis pas loupée sur la visibilité, mais et donc j'ai proposé un objet qui soit aussi un objet de rituel en fait, qui s'intitule donc Hôtel Humus et qui permet de venir faire du compost à un autre endroit qui est vraiment au cœur de l'activité de maraîchage en fait. Donc plusieurs intentions dans cet objet. D'une part, il est fait dans un bois qui est un bois de récupération qu'on a acheté localement, qui est du chêne qui a été récupéré, qui ensuite a été brûlé de manière à ce qu'on ne mette pas des revêtements X ou Y qui allaient venir polluer les sols, bien entendu. Et puis ensuite, ce sont des céramiques émaillées, mais elles aussi dont l'émaillage, etc., sont le plus respectueux, même s'ils font appel un peu à la chimie, mais qui sont vraiment respectueux, qui ne risquent pas de se déverser comme ça. Et donc, je l'ai pensé vraiment en accord avec le lieu, puisqu'à Zone Sensible, il y a des abeilles. C'est même une belle activité du lieu aussi, je n'avais pas encore parlé. Et donc, cet hôtel, il est dédié aux abeilles de Zone Sensible. Et donc, toutes les céramiques qu'on voit posées sur cet hôtel sont comme des petits ex-voto qui viendraient dire merci. Donc, sont représentés les éléments, la pluie, la terre, etc., les vers de terre, et également la liste. On a fait la liste de toutes les fleurs de zone sensible, de toutes les plantes mellifères qui sont, donc il y en a beaucoup, et qui sont représentées sur cet hôtel. L'hôtel en lui-même, il a une forme d'oméga qui renvoie, voilà, comme le dit le mot hôtel aussi, à une dimension plus spirituelle aussi, ce qui nous relie au cosmos. Et donc, c'est également un objet pour lequel j'ai prévu une série d'activations possibles pour diverses personnes. Donc, alors là, c'était un petit travail préparatoire parce que tout ça a été fait et pensé à la suite de divers ateliers. Donc ça, c'est un atelier qui a été fait dans l'hiver au mois de janvier avec un groupe d'enfants qui ont l'habitude de fréquenter l'espace et où on allait farfouiller les sols. Donc pour certains, c'était vraiment la découverte des vers de terre, voilà. Et donc, on avait des petites loupes et on allait regarder ce qui se passait dans le sol et voilà, qu'est-ce qui allait ressortir de cet humus et du compost. Donc, c'était aussi une manière d'initier au compost. Il y a eu un autre atelier, on me voit là avec Olivier, qui est un atelier de bouturage de saules qu'ils veulent faire pour planter tout autour du terrain. Enfin bon, voilà, il s'est passé pas mal de choses et de rencontres dans l'année. Et puis voilà, donc on a préparé l'espace. Donc là, tu parlais des semeurs et semeuses tout à l'heure. C'était vraiment ça. C'était un atelier où on a aussi beaucoup plus planté que ce qu'on pensait. Donc une plantation de mellifères. Donc là, voilà, ça déborde de vie actuellement. Et juste un clin d'œil, mais qui n'est pas si anecdotique, c'est que cette plantation et cette préparation du sol a été fait en pleine conscience, dans l'idée d'une méditation en pleine conscience aussi, au fur et à mesure qu'on les a plantés. Et il s'est passé quelque chose de mystique, on pourrait dire, de vraiment extraordinaire. C'est qu'au moment où on a fait cette méditation aux mellifères et aux abeilles, un essaim d'abeilles est venu nous visiter. Et donc on a d'un coup eu toute une ruche, 50 000 abeilles qui sont venues autour de nous. Donc c'est assez extraordinaire. Ce qui est dingue, c'est que ça a été filmé parce qu'il y a quelqu'un qui me suit sur un documentaire. Donc on a les images aussi et c'est en train d'être monté actuellement.
Mais ça nous a laissé... on parlait du merveilleux tout à l'heure, mais là, vraiment, il s'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire. Ces abeilles sont venues s'installer dans une ruche qui était juste à côté, qui était vide, sur zone sensible. Et finalement, elles sont reparties le lendemain vers une autre habitation, et on ne sait pas d'où elles venaient non plus, parce que ce n'était pas une ruche de zone sensible. Bon, c'est un petit... c'est pas une anecdote, justement, non plus, parce que je me dis, tout ça, ça s'est produit, je pense que ça a un sens vraiment quand il y a aussi cette idée d'accueil finalement qui est très sincère en fait, qui est pas greffée, ou en tout cas j'essaie vraiment de faire les choses comme ça dans ma pratique en fait, avec cette idée d'un engagement et d'être dans un ici et un maintenant au fur et à mesure que les choses se produisent. Donc c'est aussi un hasard incroyable, mais voilà, il y a eu cette rencontre. Et donc, on peut continuer jusqu'à... Alors, on n'a pas de photo de l'arrière de l'objet, en fait. Attends, non. Parce que là, pour qu'on comprenne, donc l'objet de l'autre côté, il a la forme sur plan de la lettre oméga, mais il est biseauté. Et donc derrière, c'est vraiment le bac à compost et qu'on a inauguré il y a 10 jours, il y a 15 jours exactement, dans une procession humus qui était aussi participative. Donc le midi, il y avait un chef brésilien qui faisait un repas partagé à zone sensible avec des élèves d'un lycée hôtelier qui se situe juste à côté et qui font beaucoup de projets en fait avec zone sensible. Et donc à la fin du repas, dans la préparation du repas, je leur avais demandé de garder tout ce qu'on pouvait composter dans la préparation de ce repas, qui venait beaucoup, quasiment 100% en fait, qui avait été cueilli et récolté à zone sensible, et pour qu'ensuite on aille le déposer dans l'hôtel et donc faire ses premières offrandes entre guillemets, et en même temps inaugurer ce bac à compost qui va être utilisé par les maraîchers sur place et qui pour eux est aussi pratique, je l'ai bien vérifié. Enfin, je veux dire, c'est pas un objet de décoration. Il y a vraiment cette idée que ça soit un outil qui fonctionne. Et donc, on a fait une procession. J'avais invité une artiste qui s'appelle Agnès Prévost, que tu connais, et qui travaille, qui avait, je trouve, un travail formidable autour des bouquets de moissons. On travaille un peu d'ethnologue là-dessus, et donc elle nous a proposé un atelier de tissage d'herbes fauchées de zones sensibles pour concocter, fabriquer les plats, sur lesquels on a déposé ensuite les restes du repas. Plus, donc moi je démarrais comme ça, et donc on se suivait en procession avec une brouette remplie de l'eau de compost, puisqu'il y a l'idée de mélanger les micro-organismes aussi pour que tout ça prenne, puisque comme vous le disiez ce matin, un compost ça se cultive avec soin, et donc on est allé offrir tout ça à cet hôtel, et puis j'avais écrit un petit texte dédié aux mélifères et à tous les habitants et habitantes du lieu, humaines compris. Et donc, voilà, là, je suis en train de confectionner un calendrier. Alors, ce qu'il y a, c'est que zone sensible, il faut dire aussi, c'est que les lieux comme ça, c'est quand même très compliqué de trouver des financements. Il y a... les temps sont très compliqués, donc on ne sait pas encore exactement à quel moment ça va être ouvert, mais donc dans la continuité de ce projet, il y a un calendrier de rituels pour des activités de maraîchage et de médiation autour du compost, à destination d'adultes et d'enfants en fait. Mais ce calendrier-là va dépendre un peu de ce qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui, pour pas faire quelque chose... Voilà, qui serait une belle idée, mais voilà, donc il y a cette idée de suivre ce travail, quoi qu'il en soit, même c'est il y a la restitution de la résidence, mais évidemment c'est quelque chose qui se poursuit et ça n'aurait pas de sens, c'est un outil, c'est exactement comme le four finalement, voilà, faut tous les relais qu'il peut y avoir derrière pour que ça fonctionne. Merci, on a hâte de voir justement la suite de la vie de cet hôtel Humus. Nous avons terminé pour cet échange. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de réagir à certains sujets, certaines œuvres qui ont été montrées?
Pas de questions, si? Moi, j'ai une question. Dans tous les projets qu'on a énoncés aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup des projets, qui, ça me paraît aussi totalement logique, mais c'est des espaces de soins et qui sont souvent habités par des femmes, beaucoup de femmes. Comment vous réfléchissez ça? Est-ce que ça prend justement cette place de créer peut-être un espace plus féminin pour des personnes qui ont moins cet espace-là dans l'espace public, ou au contraire, la volonté serait plus d'ouvrir cet espace de soins à n'importe quel genre? Enfin, comment vous apportez justement ce facteur-là dans vos réflexions? Voilà, c'est ça la question. Moi, c'est pas un lieu en particulier. Enfin, à l'époque, la cuisine, pour le centre d'art, en tout cas, c'est vrai que le centre d'art avait la particularité d'avoir une cuisine expérimentale qui était un lieu de partage vraiment dans le bâtiment, qui était un lieu à la fois un outil pour les artistes en résidence, pour les assos qui venaient, ou les personnes qui étaient intéressées pour y travailler. Et il se trouve que la cuisine, à part celle des grands chefs, mais est beaucoup essentialisée au féminin. Et effectivement, c'était dès qu'il y avait des appels à participation, c'était très souvent des femmes qui venaient en fait. Et c'est vrai qu'il y avait cette difficulté, sauf des professionnels. Je veux dire, on a bossé avec le boulanger, justement, on a fait tout un tas de projets, ou avec le pâtissier, etc. Donc, dès que c'était des professionnels, on avait vraiment des personnes masculines qui répondaient à l'invitation, mais spontanément, quand on faisait des appels, c'était essentiellement des femmes qui venaient partager des recettes, etc., travailler avec les artistes, et ça... mais par-delà la question de la cuisine, dans d'autres centres d'art que j'ai pu observer, sur les bénévoles et tout ça, c'était aussi quand même très souvent les femmes. Et voilà. Après, moi, dans ma pratique en tant que telle, il y a aussi la question de l'écoféminisme qui se pose, ou comment est-ce qu'on essentialise la femme aussi. Et bon, mais c'est encore un autre volet. Moi, uniquement sur un projet, on l'avait proposé qu'à des femmes, parce que c'était un projet très intime, ça s'appelait l'herbier résistant Rosa Luxembourg, avec Paola Valero et Pascal Obolo, où là, c'était vraiment proposer à un groupe de femmes sur un temps très long de venir nous parler d'autres femmes qui sont ou avaient été importantes pour elles, et de les relier à une plante en question qu'on avait étudiée avant. Mais sinon, c'est toujours ouvert à tous et toutes. Mais on a beaucoup de femmes, et je dirais que dans l'univers du soin, ou dans le soin, en fait, il y a énormément de femmes. Et que ce serait bien que ça change un peu. Mais je ne sais pas si on proposait des ateliers tels ouverts qu'aux hommes, je ne sais pas qui on aurait, ou si on aurait beaucoup de gens. Mais en tout cas, je pense que ça souligne des choses qui se passent déjà dans les foyers. Voilà. Nous, en fait, au Mandala, ce qui s'est passé, pourquoi on n'était que des femmes? Parce qu'au départ, dans la tour, on se connaît beaucoup, on se connaît bien, et il y avait des incivilités dans la tour. Et donc, on avait créé un WhatsApp, et en fait, il n'y a que des femmes qui sont venues dans ce WhatsApp. Est-ce que les hommes avaient peur pour leur voiture? Je ne sais pas, mais bon. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et effectivement, on était 10, et on était 10 après à créer ce mandala. Donc maintenant, par contre, on a quand même un homme, la CIA, qui est arrivé, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est parti à la campagne ramasser ses champignons. Mais voilà, on a un homme aussi maintenant avec nous, mais au départ, c'était ça, en fait. C'était que des femmes, et on descendait, quand il y a des incivilités, on descendait, on les virait, enfin bon, voilà. Non, donc, je n'ai pas une question, plutôt un petit commentaire, réflexion. Mais nous, on est là aujourd'hui, on est venu du Havre de l'école de design et l'art de design, avec nos étudiants. Donc, ce que je trouve évidemment intéressant, c'est cette question de temps long aussi. Ben bon, je pense que tous les processus artistiques sont longs, mais c'est sûr que
toutes questions biologiques ou vivantes sont peut-être dans la durée naturellement. Nous, on a une toute petite terre derrière notre école qui est 40 mètres carrés, et je pense que depuis 10 ans, on n'arrive pas trop de... Cette année, on a produit 10 kilos de pommes de terre, je pense. Donc, qu'on va bientôt... je pense qu'on veut faire des frites, c'est vrai. Donc, on a pensé à investir dans une friteuse, ou peut-être, faut voir. Mais non, ça c'est déjà super. Mais c'est intéressant parce que je pense peut-être c'est aussi juste un signe, si on voit plus grand, est-ce que c'est un signe que l'enseignement supérieur n'est pas vraiment adapté probablement aussi à ces phases longues ou différentes. On se pose même la question, vu que les contraintes de budget qu'on a aujourd'hui, même les relations qu'on a avec les températures ou le climat, par exemple, dans l'hiver, c'est difficile à chauffer. Voilà. Mais c'est intéressant, je trouve, qu'en tant qu'image, parce que nous, de s'aimer quelque chose, le moment où on met les graines dans la terre, c'est déjà les bilans, et il faut passer au prochain projet qui commence. Donc les semestres sont courts, et il y a la pression, il y a la vitesse, il y a des jurys, vous connaissez beaucoup entre vous connaissez l'enseignement supérieur. Et donc, d'intégrer un processus, et pourtant, on est dans la Normandie, donc on a beaucoup de champs autour de nous. Mais voilà, c'est intéressant parce que peut-être ça ne correspond pas tout à fait au rythme académique qu'on a aujourd'hui. Ou est-ce que, j'imagine, à l'école d'architecture de Versailles, avec le potager du roi, c'est différent? Ou pas, mais ça, c'est peut-être aussi une question. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle, ou est-ce que ça signifie que notre modèle est... Ou je ne sais pas. Mais bon, voilà. C'est parce que vous parlez beaucoup du temps et la durée, etc. Mais... Je ne vais pas te répondre, mais je pense que le modèle et le rythme d'une école d'art en tout cas, et comme tu viens de citer avec les différentes étapes accélérées, ne me permettent pas en général ce genre de réflexion, quoique. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, pour essayer. Et le principe primordial, je trouve, pour moi en tout cas ici, c'est de pouvoir donner le temps à l'artiste, aux artistes, et tout le microcosme qui est autour, les habitants, tous les vivants, en tout cas au sens large du terme, en fait, et prendre le temps. C'est une chance. On ne l'a pas toujours, même dans les lieux comme les nôtres, parce qu'on peut aussi ne pas se le donner aussi. On se le donne parce qu'on a l'opportunité de le faire, l'occasion aussi de le faire, et je dirais humainement aussi, et autre aussi, financièrement aussi, l'opportunité de pouvoir le faire. Il faut l'assumer aussi sur la durée. Moi, la résidence de Robert sur 3 ans, c'est un temps qui paraît long, mais ce n'est pas aussi long que ça. Si on l'observe réellement dans ce type d'initiative, son projet sur Paris, ça prend 20 ans, et c'est après 20 ans que ça a été officialisé comme une œuvre dans les collections publiques. Ça a quand même mis du temps pour que ça rentre aussi dans une réflexion diverse, que ce ne soit pas juste un jardin, c'est quand même une œuvre. Donc c'est difficile, mais on s'y attelle collectivement, en tout cas sur Ivry, pour avoir et de proposer ou donner du temps à l'artiste en tout cas, et c'est plutôt l'objectif. C'est pas évident, mais on arrive quand même. Et heureusement. Et juste, moi, ça me fait penser à quelque chose. Effectivement, la temporalité du végétal et celle de l'enseignement trimestriel, ça pourrait être la même chose, mais ça se croise pas forcément très bien. Et ça me fait penser à, mais peut-être que je suis sûre même que vous connaissez, à Laurence Rassel, qui a été directrice de l'ERG à Bruxelles, qui justement est une personne qui a essayé de penser, alors non pas à l'endroit du végétal, des projets artistiques, mais de la vie dans l'école d'art, comment les étudiants, les étudiantes pouvaient se saisir de ce qui les concernait directement, plutôt que ce soit une administration qui gère l'ensemble des activités, de la gestion des déchets, des ateliers, enfin voilà. Et donc elle a travaillé, je la cite elle, mais il faudrait citer toute l'école, tous les étudiants, les étudiantes et l'administration, justement, à comment essayer de sortir de cette espèce de cycle d'années universitaires et à la fin
restent certains professeurs, mais au bout de 5 ans, il n'y a plus les mêmes étudiants. Comment conserver cette dynamique collective? Comment essayer de se transmettre aussi des choses dans un autre temps peut-être plus long? Enfin bon, en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille la lecture d'un ouvrage qui s'appelle Ce que Laurence Racine nous fait faire, qui parle un peu de ça, de temporalité plus étirée à l'endroit de l'enseignement. C'est plutôt passionnant. Juste une observation, j'enseigne dans une école d'architecture et peut-être cette incompatibilité de temps, elle vient aussi du fait que la notion de productivité, de rentabilité a beaucoup pris de la place dans l'enseignement supérieur. Donc au fait, même l'enseignement est devenu plus saccadé avec des laps de temps plus courts et des petites unités d'enseignement qu'il faut valider les unes après les autres. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis professeur honoraire maintenant, mais je me souviens que les dernières années, là, c'était l'enfer, l'administration, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, le paradoxe, c'est que l'enseignement maintenant d'équivalence européenne avec les ECTS nous fait, mais vraiment, être à la fois dans une productivité, une compatibilité qui rend presque impossible ce que tu souhaites, par exemple, qui est très, très juste, ou ce que disait Adélaïde. Il y a vraiment besoin, mais on est presque obligé d'imaginer des écoles en dehors du système tel qu'il est. Et du coup, on va aller vers des écoles privées, vous voyez. Mais moi, je pense qu'on est dans des usines à gaz, alors que c'est des lieux merveilleux. Moi, d'ailleurs, je ne fais pas exprès, mais c'est vrai qu'Alix, c'est une ancienne élève. Tout d'un coup, on s'est retrouvés ici. Enfin, on a réussi à semer des choses quand même, et c'est génial, et tous les élèves, tout ça. Mais on est actuellement dans des trucs. Mais souvent, les étudiants nous disaient, mais on n'a pas le temps de faire, monsieur. Ils disaient ça, monsieur, au début, en première année, on dit, monsieur, après, on t'appelle Robert, mais monsieur, on n'a pas le temps de faire ça, et tous nos rendus, etc. Mais c'est une vraie belle question, en fait. Faut que l'imagination reprenne du pouvoir là-dedans, parce que sinon, c'est... Et en plus, après, les pouvoirs publics ne comprennent plus rien et puis nous laissent tomber, quoi. C'est très important, en effet, ça. Et puis, je voulais rebondir sur la question aussi, ouais, c'est ça, du temps long et de la précarité justement des jardins à différentes échelles. Alors, par exemple, à la cuisine, avec Suzanne Husky, on avait un duo qui s'appelait le nouveau ministère de l'Agriculture. On a fait un jardin en permaculture avec les espaces verts, la mairie, etc. Et en fait, avec des associations, enfin vraiment, c'était quand même un projet qui était irrigué avec de multiples partenaires. Le jour où le centre d'art, on a dit c'est fini, finalement, ce jardin, il était associé au centre d'art. Donc, ok, il disparaît. Et les plantes, elles sont extrêmement vulnérables, en fait. Et c'est vraiment elles n'ont pas un statut d'être, en tout cas. Très clairement. Et donc, ils pouvaient disparaître. Personne ne s'en est ému. Et au gré de mes rencontres, là, je vois à l'école des Beaux-Arts d'Aix, que ce soit l'école des Beaux-Arts de Caen, avec Céline Duval qui avait planté un jardin, à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, où il y a un jardin qui a été planté aussi. Enfin, voilà, dans différents endroits comme ça, se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on fait l'été? On a des étés de plus en plus arides, et finalement, l'école est fermée. Il y a aussi ces temps administratifs incompressibles qui font que de toute façon, on n'a pas le budget pour payer quelqu'un qui viendrait aussi à ce moment-là, quand les étudiants et les étudiantes sont partis également, parce que l'été, ils ont des stages, faire des petits boulots. Enfin, il y a aussi une précarité étudiante qu'on connaît. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces initiatives qui sont lancées, qui doivent finalement être refaites chaque année, mais avec... tellement de pertes, en fait. Et puis, c'est tellement pas la logique du jardin, justement, qu'est la continuité de la vie. Donc, il y a aussi toutes ces ruptures-là. Une dernière question, une remarque. Je vous propose...